Dimanche, Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. La mise en œuvre des réformes annoncées lors du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie sénégalaise, la mobilisation des près de 15 000 milliards de francs CFA pour financer le PAP 2, la prévision d'un taux de croissance de 5,3% en 2021, le secteur privé, la souveraineté alimentaire et pharmaceutique et toutes les autres actualités. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, face à Babacar Fall, le Grand Jury dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le Sénégal de demain, ou plutôt le Sénégal de l'immédiat, l'après-crise sanitaire du coronavirus, comment va se relever le pays? Le défi économique, c'est la grosse équation en une question. Comment passer de la résilience à la relance? Merci au ministre de l'économie, du plan et de la coopération d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Amadou Hott. Bonjour Babacar. Lors du conseil présidentiel sur la relance de l'économie sénégalaise dont votre ministère était l'organisateur, il y a eu 300 participants, essentiellement des acteurs de la politique économique et sociale du Sénégal. Le chef de l'État a présenté ce plan de relance inclus dans le PAP 2, la phase 2 du programme d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, qui devient du coup PAP 2A, plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. Un chiffre est sorti de ce conseil présidentiel, 14 702 milliards de francs CFA, l'argent qu'il faut pour sauver l'économie sénégalaise des effets de la pandémie de Covid-19. La curiosité, monsieur le ministre, reste la mobilisation de ces fonds. Et comment ça va se faire? Je remercie Babacar pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui pour faire face à vos auditeurs et discuter donc de ce programme de relance qu'on dénomme le PAP 2A, donc le plan d'action prioritaire 2, ajusté et accéléré au vu des conséquences de la pandémie, au vu des leçons que nous avons tirées de cette pandémie qui a donc frappé le Sénégal et tous les pays du monde. Et comme vous l'avez dit, le PAP 2A s'établit à 14 712 milliards de francs CFA. Nous avons décidé de prendre le PAP 2 qui était déjà validé en décembre 2018 avec nos bailleurs, les partenaires au développement, le secteur privé qui s'était engagé à accompagner le Sénégal dans le cadre du financement donc, de ce programme. Au groupe consultatif de Paris. Au groupe consultatif de Paris. Mais suite à la pandémie donc, de la Covid-19, il était important de tirer les leçons, de revoir nos priorités et de changer surtout la manière d'exécuter nos projets, programmes et renforcer les réformes parce que le secteur privé a besoin d'un environnement très attractif, un environnement moins risqué, a besoin de plus d'efficacité. C'est pourquoi des réformes importantes sont également prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce PAP 2A. Je rappelle simplement que lors du groupe consultatif, il y avait déjà des engagements importants de nos partenaires au développement. Il s'agit maintenant de revoir tous ces projets et d'ajuster selon nos nouvelles priorités et de demander à ces partenaires d'orienter les financements qui étaient proposés vers ces nouvelles priorités. Et les partenaires au développement ont assisté massivement donc à ce conseil présidentiel et ont félicité le gouvernement, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour avoir pensé à un plan pareil, mais aussi pour une organisation très réussie du conseil présidentiel sur la relance. Pendant 7 heures de temps, nous avons eu droit à des échanges, à des orientations, à des directives. Nous avons eu également le feedback des partenaires au développement, mais surtout du secteur privé national, des organisations patronales, syndicales, les élus, en tout cas de toutes les parties prenantes qui avaient déjà participé d'ailleurs à l'élaboration de ce plan,
parce que nous avons été très inclusifs. Tout le gouvernement a contribué, tous les départements ministériels, mais également tous les acteurs de la vie économique et sociale de notre pays. Nous avons rencontré tout le monde. C'est pourquoi le plan est un plan exhaustif qui tient compte des recommandations, des suggestions de différentes parties prenantes. Et maintenant, il nous faut y aller en accélérant sa mise en œuvre et en attaquant, parce qu'on était un peu en défensive. Il fallait, à cause de la crise de la Covid-19, le gouvernement a riposté très rapidement. Vous avez vu avec le programme de résilience économique et sociale, le programme de résilience économique et sociale, qui a été salué par tous les bailleurs, par tous les partenaires, par la plupart du pays. Et je voudrais d'ailleurs, Babacar, en profiter pour rappeler que le Sénégal a eu une gestion extraordinaire et exceptionnelle. On fera le bilan du presse au cours de on y reviendra alors. De cette émission. C'est ça. Alors, est-ce que vous commencez à enregistrer les premières mobilisations de ces nouveaux fonds qui doivent arriver pour la relance de l'économie? Nous étions déjà dans un stade de mobilisation très avancé de toutes les routes. Vous savez, il y a des engagements. Et après les engagements, il faut soumettre des projets avec toutes leurs études pour que les bailleurs qui sont engagés sur des enveloppes puissent orienter ces engagements vers des projets très précis. Donc, les projets, on va présenter des projets selon l'ordre de priorité, en tenant compte de toutes les souverainetés qui doivent être maintenant la priorité pour nous. C'est la souveraineté alimentaire, sanitaire, pharmaceutique, l'industrialisation, le numérique et surtout les réformes qui vont avec pour pouvoir attirer plus d'investisseurs privés et faire également des projets PPP. Toutes les équipes sont d'attaque. Tous les départements ministériels ont réajusté, revu leurs projets qui ont été donc validés lors de ce conseil présidentiel. Certains projets, on avait déjà des études de faisabilité, on avait tout ce qu'il fallait, on avait même soumis des requêtes de financement à nos partenaires au développement. Pour d'autres, il faudra accélérer la préparation de ces projets avant de soumettre des requêtes de financement. Je voudrais également dire que sur le secteur privé, il y a déjà plus de 2600 milliards d'intentions fermes d'investissement dans différents secteurs d'activité qui ont déjà été enregistrés. Et maintenant, il faut accélérer. Privé, national et international. Ah. Donc, notre objectif, c'est vraiment de travailler avec tout le monde. Nous sommes dans une économie ouverte, mais avec un contenu local plus fort au-delà du secteur des hydrocarbures. Il nous faut plus de contenu local dans les autres secteurs, en particulier dans les PPP. C'est pourquoi la nouvelle loi sur les PPP, j'espère avoir l'opportunité d'en parler, tient compte de cette nouvelle donne qui consiste à pousser pour que le secteur privé local, national, puisse avoir des parts plus importantes dans les sociétés de projet, donc, et également une part plus importante dans l'exécution de tous ces contrats qui va se faire donc dans ce pays. Alors, 5 piliers pour relancer l'économie sénégalaise post-Covid-19, la santé, l'éducation, le secteur privé qu'il faut voir être plus dynamique. C'est ça. La transformation industrielle et numérique et l'agriculture. Apparemment, le président de la République lui-même, dès le départ, avant même la tenue de ce conseil présidentiel, il a insisté sur l'agriculture. Comment ça se fait quand on a une agriculture essentiellement vivrière, une agriculture de subsistance, comment on peut compter sur un secteur comme ça pour relancer une économie ? Je voudrais rappeler qu'à la date d'aujourd'hui, l'agriculture contribue à hauteur de 9% de notre PIB. Le poids de l'agriculture, à peu près 9-10%. Et quand l'agriculture marche, il y a de très fortes chances que la croissance économique soit importante. Je voudrais rappeler qu'au mois d'avril déjà, son Excellence le Président Macky Sall avait pris la décision d'augmenter significativement le budget de la campagne agricole, qui passe de 40 milliards à 60 milliards. Grâce à cette augmentation du budget, nous avons pu constater beaucoup plus de terres emblavées, beaucoup d'opportunités
de faire de l'agriculture, beaucoup plus de rendement avec l'eau, avec plus d'engrais, avec des meilleures semences, mais également avec la mécanisation de l'agriculture. Ce qui fait que nous espérons, nous nous attendons à une production record cette année qui va donc nous aider à éviter certainement la récession. On verra. Vers la fin du mois de novembre, on aura les chiffres de l'agriculture. Mais il y a bon espoir. Les cultures de rente déjà, on le sait depuis de longues années maintenant, les cultures de rente comme l'arachide et le coton dans une moindre mesure ne font pas 2 millions de tonnes par an. Je voudrais rappeler, Babacar, qu'en 2019, notre production d'arachide était de 1,4 million de tonnes. Avec ce que je viens de dire sur l'augmentation du budget de la campagne, les rendements importants, plus de terres emblavées, on aura beaucoup plus que 1,4 million de tonnes. Sur les autres cultures également, une augmentation drastique. Mais dans le cadre de la relance, nous ne voulons pas nous limiter seulement aux agriculteurs existants. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'agro-business. C'est d'avoir dans le futur des terres disponibles en partenariat avec les populations et inviter le secteur privé à s'intéresser davantage dans l'agro-business. Donc on parle de volume beaucoup plus important, d'investissement beaucoup plus important. Nous avons quelques exemples d'ailleurs de projets dans le cadre de la relance, certains portés par des Sénégalais exclusivement, d'autres portés par des investisseurs internationaux, en partenariat avec des investisseurs sénégalais. Et ça va nous aider à transformer donc le secteur agricole. Nous avons également prévu d'avoir des agropoles dans le sud du Sénégal, dans le centre, dans le nord et dans l'ouest. C'est pas un nouveau projet, ça. L'agropole sud, nous avons déjà obtenu des financements publics parce que c'est un PPP. La partie publique est déjà sécurisée d'ailleurs avec la BAD et la BID pour 57 milliards. Maintenant, la partie privée, nous sommes en discussion avec des partenaires potentiels. Cet agropole sud va nous permettre de faire deux choses. La première, c'est d'organiser davantage la filière mangue et la filière de noix de cajou. Et deuxièmement, de transformer au lieu de laisser pourrir les mangues dans le sud du Sénégal. Et c'est un projet phare piloté par le ministère du Développement industriel en partenariat avec mon ministère et d'autres ministères et le Fonds souverain qui est aussi un investisseur dans ce projet. On va répliquer dans d'autres parties également du pays. Mais la relance ne se repose pas seulement sur l'agriculture. C'est important d'assurer la souveraineté alimentaire. Donc c'est l'agriculture, la pêche, mais également l'élevage. Il est d'autant plus important aussi d'assurer la souveraineté sanitaire et pharmaceutique. C'est pourquoi des réformes importantes seront mises en œuvre dans le secteur de la santé et de la pharmacie. Nous avons déjà conduit une étude qui nous a permis d'élaborer la stratégie du développement du secteur de la pharmacie avec des réformes à faire, avec des investissements également à faire en partenariat avec le privé, en soutenant surtout les investisseurs locaux, des entités comme Medis, comme Teranga Farm, telles que Parenterus, qui étaient développées par le Fonds souverain. Ce sont des entités qu'il faudra renforcer, un partenariat plus étroit entre l'État, la PNA et ces entités qui produisent localement, une meilleure productivité de ces entités, mais surtout aussi une meilleure compétitivité. Ah oui, justement, à quelle fin le développement de l'industrie pharmaceutique, c'est quel marché qui est visé? Le marché d'abord local et puis le marché de l'UEMOA. Sur le marché local, il y a 18 molécules qui sont la priorité au Sénégal, qui sont identifiées, et on doit fabriquer au moins 35-40% de ce besoin, fabriquer ça au Sénégal. L'autre volet, c'est exporter dans la zone UEMOA d'abord, mais pour cela, il faut lever les contraintes. Il y a des contraintes, l'harmonisation par exemple des autorisations de mise sur le marché dans les 8 pays de l'UEMOA, la logistique qui coûte plus cher. Et tout cela, nous sommes en train d'y travailler avec les acteurs, mais aussi au niveau du Conseil des ministres de l'UEMOA pour accélérer ces réformes. Un pays comme l'Afrique du Sud, pour prendre un exemple sur le continent, l'Afrique du Sud a annoncé jeudi,
par la voix d'ailleurs de son président, le président Ramaphosa, qu'elle va axer la relance de son économie post-Covid sur les infrastructures pour davantage attirer des capitaux. Ça ne semble pas la meilleure trouvaille, ça. Nous aussi, nous allons accélérer les infrastructures. On n'a pas décidé de réduire nos investissements dans les infrastructures. Au contraire, on va le faire, par contre, plus avec des investisseurs privés, des partenariats publics-privés, au lieu de continuer à faire majoritairement des investissements publics, comme nous avons eu à le faire durant la première phase du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi d'ailleurs la réforme sur les PPP, elle est pratiquement finalisée. Très prochainement, nous irons en Conseil des ministres et puis à l'Assemblée nationale avec des mesures phares dans cette nouvelle loi et avec des décrets d'application qui sont pratiquement terminés également. Donc pour la première fois, ou en tout cas très rarement, on a eu un décret et tout de suite après... On espère les termes de contrat qui ne vont pas léser le Sénégal. Absolument. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le cadre de cette nouvelle loi, nous allons créer l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé qui va appuyer toutes les autorités contractantes, que ce soit l'État, les entités publiques ou bien les collectivités territoriales qui pourront désormais faire plus de PPP. Cette unité composée d'experts financiers, de juristes, d'ingénieurs va appuyer tout le monde dans la négociation, la préparation, la conception des projets et même la structuration du financement pour que le privé puisse investir. Quels sont les projets phares côté infrastructure dans ce plan de relance? Par exemple, le port de Ndayane, par exemple. C'est un projet de plus de pratiquement 800 millions de dollars durant la première phase avec un partenaire déjà sécurisé, qui est déjà connu. Vous savez, le DP World, qui a le port de Dakar, doit déménager vers ce port de Ndayane, avait l'obligation, à partir d'un certain volume de conteneurs, faire le port du futur, qu'on devait faire à Dakar avec beaucoup de trafic, avec vraiment beaucoup de pollution à Dakar, etc., avec les camions qui viennent à Dakar. Le président a décidé de déplacer ce port maintenant vers Ndayane pour plus d'espace et arrêter tout le trafic à Ndayane et ne pas venir jusqu'à l'intérieur de Dakar, ce qui est une grande vision également. Et là, nous allons finaliser les négociations très prochainement. C'est un PPP, mais la majorité du financement, c'est vraiment le partenaire qui va l'apporter. Et le Sénégal sera un actionnaire important de ce port, alors qu'aujourd'hui, nous n'avons que 10% via le port autonome de Dakar. Et l'instruction du président, c'est d'aller jusqu'à 40% pour qu'on puisse bénéficier davantage des retombées de ce port qui va être un port stratégique dans notre pays. À part cela, nous avons d'autres autoroutes à péage. Par exemple, l'autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis, ce sera un PPP. C'est sur 177 km pratiquement et ce sera un partenariat public-privé. Nous avons également d'autres routes importantes. Rien à voir avec la côtière? C'était la côtière, mais on l'a déplacée un peu. Au lieu de faire sur la côtière, parce que là-bas, quand même, c'est la zone humide, c'est les Niayes, il y a beaucoup d'agriculture, on ne veut pas déranger cette économie agricole. Parce que quand même, une autoroute à péage aura un impact sur les terres, sur cette activité. On l'a déplacée pour éviter les Niayes. Mais l'innovation, c'est de faire un PPP. Avant, on devait s'endetter pour faire le projet. Comme c'est un projet qui peut être rentable, on a décidé de le faire en PPP avec le secteur privé. Et au-delà de ces routes, il y a le chemin de fer Dakar-Bamako, qui est une priorité. Nous allons réhabiliter le chemin de fer, au moins jusqu'à Tamba, et après, faire un port sec également à Tamba, pour que les camions qui devaient venir du Mali jusqu'à Dakar ou Ndayane s'arrêtent à Tamba avec un grand port sec. Et aussi, ça va nous permettre de polariser un peu aussi l'économie dans cette partie sud-est de notre pays, en tenant compte de la Guinée-Conakry, de Guinée-Bissau et également du Mali aussi. Et donc c'est un projet intégré phare. La Banque mondiale, l'Union européenne, la BEI et d'autres sont très intéressés par ce projet. Les financements sont sécurisés, mais il faut juste finaliser les études de faisabilité, après faire les appels d'offres pour recruter donc les constructeurs. L'innovation aussi, c'est que la gestion du chemin de fer, ce sera un PPP aussi, avec un secteur privé national et international qui seront les partenaires des deux États dans la gestion donc, de ce projet extrêmement important. Le TER, le train express régional, déjà que la première phase Dakar-Diamniadio
l'exploitation commerciale, elle n'a pas commencé. Ça aussi le prétexte Covid-19. Il va commencer quand avec ces rotations, le TER. Voilà, le TER, ça a été dit, en 2021, il va absolument il va circuler. Il ne faut pas oublier qu'avec la Covid-19, beaucoup d'experts qui devaient venir au Sénégal finaliser certains travaux n'ont pas pu faire le déplacement. C'est maintenant seulement que les experts sont en train de revenir. C'est un projet majeur, une technologie de pointe, et le Sénégal seul ne pouvait pas faire ce projet. Ce que je veux aussi rappeler, c'est que dans cette deuxième phase du PSE, il y a la deuxième phase donc du TER également. Il faut aller jusqu'à l'aéroport de AIBD avec tous les avantages que cette infrastructure va apporter. En particulier, rendra aussi l'accès à l'aéroport plus facile, va réduire aussi la pollution, le trafic, la congestion dans Dakar, etc. Et donc, pour ce projet de TER, la phase 2, le financement aussi est acquis avec les mêmes partenaires. Oui, ce tronçon Diamniadio AIBD pour le train express régional, ce tronçon qui n'est pas encore construit, on peut s'attendre à ce que ça démarre, les travaux quand? D'abord, il faut qu'on commence déjà l'opérationnalisation effective de la phase 1. Mais durant la 2021, les travaux vont commencer. Dans le budget, il est prévu un montant pour le démarrage des travaux. Un montant qui est de combien? C'est pour bien démarrer en 2021. Et ce budget servira à payer les travaux qui vont être faits en 2021. Et le projet ne va pas s'arrêter, va continuer. Ouais. Le taux de croissance du Sénégal pour 2020, il sera de moins 0,7%. Mais vous prévoyez une croissance de 5,3% l'année prochaine, vraiment possible, Monsieur le ministre, sans démagogie? Du tout. D'abord, pour le taux de croissance de 2020, on est à moins 0,7. Mais avec les résultats de l'agriculture, probablement, on sera à un peu plus. On verra d'ici fin novembre. Je voudrais rappeler également que partir d'un niveau très faible et rebondir, ce n'est pas difficile. Et c'est le cas dans tous les pays. Si vous regardez par exemple la zone de l'Union européenne, en 2020, ils seront à moins 8,3, moins 8,6. Une grande récession en Europe. En France, c'est à peu près moins 9,8% de croissance négative. Moins 9,8. Ce seront des conjonctures de courte durée quand même. Mais si tu regardes ce qu'ils ont prévu pour l'année suivante, la France passe de moins 9,8 à plus 6% en 2021. La zone de l'Union européenne de moins 8,3 à peu près à moins 5,6 ou moins 5,7. Les États-Unis passent d'une récession à une croissance importante l'année prochaine. La Chine, qui ne va pas en récession, c'est le seul grand pays qui aura une croissance positive. Voilà, plus 1,9% à peu près. Mais l'année prochaine, ils seront à plus de 8% de croissance. Donc ce n'est pas difficile quand vous êtes très bas de rebondir, parce que quand vous rajoutez une certaine activité, une certaine valeur ajoutée, le taux de croissance va augmenter parce que vous partez de très bas. Donc ce n'est ni démagogie, ni surprise. Et au-delà de ce phénomène connu en économie, toutes les mesures qu'on a prises, tous les projets qu'on attend à être exécutés en 2021 vont nous permettre d'obtenir ces résultats. D'abord, il y a l'agriculture, il y a les agropoles, il y a les projets d'infrastructure tels que le TER, la route du Dandé-Mayo, par exemple, dont on a obtenu déjà le financement, la construction, par exemple, de salles de classe pour remplacer les abris provisoires, etc. Il y a beaucoup de projets déjà ficelés, financement acquis, construction qui démarre déjà et qui vont se poursuivre durant 2021. Et avec tout cela, et l'investissement aussi du secteur privé, on aura certainement le 5,2, et en 2022, 7,2, et en 2023, avec l'arrivée du gaz et du pétrole, 13,7% de croissance. Le fameux taux de croissance à 2 chiffres, tant rêvé par votre régime. Le président Macky Sall, depuis qu'il est arrivé, on en parle. Même l'objectif de 6,8 avant la crise sanitaire n'a pas été atteint. Attention alors. Ce n'est pas rêvé par notre régime, mais rêvé par le Sénégal. Oui, d'accord. Tout le Sénégal. Vous le portez. Donc, exactement. Je disais, cette prévision de 6,8, vous ne l'avez jamais atteint, même avant la crise. Oui, mais je vous ai dit, dès l'année prochaine,
On quitte la crise, on sera à 5,2. Et l'année suivante, 7,2. L'année prochaine, c'est dans un an. Je pense qu'on pourra constater tous qu'on aura atteint ce taux de croissance. Le secteur privé, vous comptez dessus donc dans cette relance de l'économie sénégalaise. Comment le secteur privé pourrait-il contribuer à cette relance et sauver en même temps sa peau, puisqu'il est sérieusement affecté par la crise? Expliquez-nous. Le secteur privé a été sérieusement affecté, de même que les populations. On parlera, j'espère, du presse. On a eu des mesures importantes. Le secteur privé, on compte sur lui parce que nous sommes en train de l'organiser. Le secteur privé, il faut le reconnaître, local, il est un peu éparpillé. Il faut qu'on arrive à fédérer les ressources et les moyens du secteur privé national pour pouvoir compter davantage dans la contractualisation, dans l'exécution des projets PPP et toutes sortes de projets. Et c'est pour nous une grande mission. Et d'ailleurs aussi, le patronat, il est un peu éparpillé. On a des discussions déjà pour voir comment fédérer tout le monde. Ce que nous souhaitons, c'est d'organiser le secteur privé national pour que chacun contribue ses ressources dans un même véhicule pour que ce véhicule-là puisse être investisseur, être actionnaire dans différents projets stratégiques. C'est d'ailleurs ce qui a été fait dans le cadre de la centrale de 300 MW qui a été signée récemment et qui est portée exclusivement par le privé national, le privé sénégalais. 85% du capital, c'est les privés sénégalais. 15%, c'est la Sénélec. C'est un projet de 220 milliards exclusivement porté par des privés sénégalais. C'est simplement dans l'exécution qu'on a le partenariat avec des entreprises étrangères, notamment GE qui fournit les turbines, mais également une société turque qui va exécuter. Comme c'est des métiers très avancés, très sophistiqués, nous n'avons pas, nous, toute l'expertise. Mais ce que nous demandons à ces entreprises et ce que nous allons exiger, c'est d'avoir plus de sous-traitance avec les entreprises sénégalaises qui sont spécialisées dans certains de ces domaines. Il ne faut pas en faire une condition écrite, légale, pour que ces entreprises étrangères qui gagnent ces marchés-là soient astreintes à collaborer avec le privé national? Dans le cadre de la loi sur les PPP, nous avons non seulement décidé de proposer à l'Assemblée que la part minimale du secteur privé national soit revue à la hausse, d'abord, dans le capital. Deuxièmement, nous proposons également que la part minimale de la sous-traitance soit également revue à la hausse. Et je suis sûr que l'Assemblée va valider. Et ce sera aussi une innovation. Et l'autre innovation également dans cette loi sur les PPP, c'est de réduire le montant minimal pour faire des offres spontanées. Aujourd'hui, on parle de 50 milliards, mais nous allons réduire drastiquement. Et certains PPP même pourront être dédiés au secteur privé national. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est la possibilité pour les collectivités territoriales de faire des PPP et de se constituer même un groupement de collectivités pour soumettre des projets d'un volume un peu plus important pour attirer plus d'investisseurs. Et dans cette même loi aussi, nous proposons la mise en place d'un fonds de préparation et de structuration, de maturation de projets et qui sera en majorité abondé par les partenaires au développement en dons, parce que si on n'a pas la possibilité de préparer bien des projets, de faire toutes les études, la structuration, on ne pourra pas inciter d'abord notre privé national à investir et on ne pourra pas non plus inciter le privé international. Donc c'est une réforme aussi importante d'avoir donc ce fonds pour aider le privé national à investir. Et l'autre point que je voudrais mentionner pour appuyer le privé national, c'est la mutualisation de tous les instruments de soutien à la PME, à l'entreprise. Ouais, justement, il y a les entreprises, les PME, PMI, ainsi que le secteur informel. Un secteur informel qui à lui seul constitue plus de 40% du PIB et génère plus de 90% des créations d'emplois. Qu'est-ce que le gouvernement il prévoit de faire? Le fonds d'amorçage est-il prêt? Les banques vont-elles donner de l'argent à tout ce monde? Je voudrais rappeler, Babacar, que
durant le plan de résilience économique et sociale, nous avons fait des lignes de financement pour appuyer les PME, PMI, grandes entreprises, mais également le secteur informel et les PMI à travers le FONGIP, à travers l'ADER, tous les instruments de l'État. Dans le cadre de la relance, c'est ce que nous avons prévu cette fois, mais avec des lignes beaucoup plus importantes et des conditions beaucoup plus souples et des quotités de garantie. C'est-à-dire l'État va prendre plus de risques. Au lieu de garantir 50% d'un prêt, par exemple, on peut aller jusqu'à 70% pour les secteurs les plus prioritaires. Et ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est de mutualiser, de rationaliser les instruments de soutien à l'entreprise. On a beaucoup d'instruments aujourd'hui, techniques ou financiers. Il faut les mutualiser, les regrouper quelque part, et le travail a déjà été amorcé. On verra les résultats très prochainement. L'autre initiative de son Excellence, le président Macky Sall, c'est de créer une grande banque de développement. Nous avons des banques de développement éparpillées. Nous avons la BNDE, la BHS, nous avons également la Banque agricole, nous avons le FONGIP, nous avons l'ADER, nous avons beaucoup d'instruments. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir une sorte de holding ou en tout cas une entité qui aura plus de capitaux? L'idée avait été agitée il y a quelques petites années. Non, cette fois, on va mettre ça en œuvre. Donc très prochainement, nous allons recruter certainement un conseiller qui va nous aider à regarder tout cela et mettre en œuvre. L'État n'est pas le seul actionnaire dans ces institutions. Il y a des privés. Comment on va faire? Est-ce que les privés, quelle part vont avoir les privés, quelle part va avoir l'État? C'est un processus, mais il faudra le commencer pour que nous ayons un instrument phare de financement du développement qui va obtenir le soutien de l'État, le soutien des partenaires au développement, qui va mobiliser de l'épargne aussi pour pouvoir accompagner l'économie. Le secteur informel, dans le cadre de la relance, nous avons prévu 2 lignes de financement avec l'ADER et avec le FONGIP pour un montant de 100 milliards pour financer des investissements du secteur privé informel et également des TPI. Mais ça, ce n'est avec des garanties, des quantités de garanties intéressantes, avec des taux beaucoup plus bas. Aujourd'hui, le système financier décentralisé prête à autour de 20, 22%, 17%. Nous proposons moins de 9%, donc 8 ou 9%. L'autre aspect aussi qui est important pour nous, c'est de mobiliser l'épargne nationale dans le financement des projets de développement, surtout les projets PPP. C'est dans ce cadre qu'on va créer un fonds commun de placement pour que tout citoyen qui a un montant même de 50 000 francs puisse acheter des parts dans ce fonds commun de placement qui va générer des dividendes parce que nous allons investir l'argent de ce fonds commun de placement que dans des projets peu risqués qui vont générer de la rentabilité pour mobiliser l'épargne populaire. Plus qu'un fonds d'amorçage alors c'est les deux. On aura d'abord ce fonds commun de placement, ça c'est pour prendre des participations dans des projets mûrs. Et vous êtes actionnaire, vous pourrez, Babacar, si vous avez une épargne, acheter des parts dans ce fonds commun de placement. Des institutionnels peuvent acheter. Quelqu'un qui est au village, qui a ses vaches et qui a envie d'investir ailleurs, pourra vendre ses vaches et investir dans ce fonds commun de placement et avoir des dividendes. C'est des projets très sûrs parce que c'est des PPP avec toutes les garanties, les risques sont très réduits. Ce qui est important aussi, Babacar, c'est de tout faire pour que la partie nationale, qu'elle soit des privés, de grands privés qui sont dans certains secteurs, ou que ça soit l'épargne publique, qu'ensemble qu'on puisse former un pool de capitaux pour faire face aux investisseurs internationaux, pour faire des partenariats équitables. Le fonds d'amorçage, par contre, c'est un fonds de préparation. Le privé n'investit pas dans le fonds d'amorçage. C'est l'État de son budget et les partenaires au développement avec majoritairement des dons, parce qu'un fonds d'amorçage n'a pas vocation en général à gagner beaucoup d'argent. C'est vraiment pour préparer les projets, faire toutes les études, nous assurer que le privé est prêt à investir dans des projets dérisqués. Financer les préalables. Financer les préalables, exactement. À chaque fois que vous financez les préalables, le risque baisse, la rentabilité qu'exige l'investisseur national ou étranger baisse, et les coûts aussi d'utilisation ou bien les tarifs baissent parce que les risques auront baissé. Amadou Hott, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, l'invité
du grand jury de RFM. Et maintenant, le bilan du PRES, le programme de résilience économique et sociale doté de 1 000 milliards de francs CFA à la survenue de l'épidémie de coronavirus au Sénégal. Le gouvernement a-t-il réussi? Première question. Le gouvernement a-t-il réussi à rassembler cette somme de 1 000 milliards de francs CFA? D'abord, je dirais que le gouvernement a réussi à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la riposte contre la maladie. Il faut que le Sénégal célèbre davantage cette reconnaissance internationale que nous avons eue avec ces magazines internationaux, ces instances internationales. Le classement de USA Today, par exemple. C'est le classement USA Today. Il y a le classement également de Foreign Policy qui nous classe donc 2e derrière la Nouvelle-Zélande, qui est un pays beaucoup plus riche que le Sénégal. La Nouvelle-Zélande, le PIB par habitant, c'est 25 fois notre PIB par habitant. Donc ça veut dire que le Sénégal a réussi au-delà des espérances de tout le monde. Donc il faut célébrer, le reconnaître, tous en sachant que la crise n'est pas encore derrière nous. Il faudra rester vigilant. Deuxièmement, immédiatement, nous avons mis en place le programme de résilience économique et sociale, qui a été aussi plébiscité par tous les bailleurs, par les partenaires, par d'autres pays même qui se sont inspirés aussi de ce plan. 1 000 milliards, il y a une partie de ces 1 000 milliards qui est de l'investissement frais, cash. Une partie, c'est l'État qui renonce, par exemple, à des impôts. C'est l'État qui pardonne la dette fiscale, par exemple, qui l'annule, etc. Mais sur la partie mobilisation vraiment de ressources, nos partenaires au développement ont mobilisé plus de 800 milliards. Et le Sénégal donc a pu faire face. Les budgets même qu'on avait prévus pour certaines branches, ou bien en tout cas certains piliers de ce plan, nous avons dû les dépasser. Par exemple, dans la santé, finalement, nous avons engagé plus de 77 milliards de francs CFA pour que le Sénégal réussisse cette riposte. Nous avons payé 302 milliards de francs CFA au secteur privé pour évacuer un peu pour la dette intérieure, etc. Nous avons aussi assuré l'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures, en denrées de première nécessité, etc. Cela a nécessité de mobiliser des ressources. Nous avons aussi mis en place des lignes de financement. Tout cela coûte de l'argent et c'est l'effort colossal que l'État a fait. C'est pourquoi d'ailleurs notre déficit budgétaire, il passe de 3% qu'on avait prévu en 2020 à 6,2% donc en 2020. C'est pour financer toutes ces dépenses. Je voudrais aussi saluer vraiment la mobilisation de tous nos partenaires. Certains sont mobilisés en prêt concessionnel très rapidement, des délais très raccourcis, mais également d'autres en des dons extrêmement importants et des dons qui ne sont pas remboursables. Alors, un PRES, programme de résilience économique et sociale, toujours en exécution ou exécution terminée? On a exécuté le PRES à plus de 80% sur les derniers chiffres. Il y a encore quelques dépenses à finaliser. Le président nous a donné l'instruction de clôturer très prochainement donc toutes les actions du PRES. Je voudrais aussi saluer la contribution du secteur privé national et des bonnes volontés, qui c'est autour de 20 milliards de francs CFA de manière vraiment spontanée. Certains même de manière symbolique. On a reçu même 1 000 francs, 2 000 francs venant de certains Sénégalais et c'est à apprécier. Ah ouais, l'impact n'est pas forcément perceptible. Les données de l'ANSD, l'Agence gouvernementale des statistiques, qui est d'ailleurs sous votre responsabilité de ministre de l'économie et du plan, ces chiffres de l'ANSD révèlent que près de 90% des ménages sénégalais ont vu leurs revenus baisser, 36% des pères ou mères de famille ont arrêté de travailler, dont 30% pour des motifs liés au Covid-19. En tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération, nous suivons de près donc ces données. Je voudrais rappeler aussi que la même enquête montre que plus de 95% des ménages et des entreprises qui ont fait face donc à cette crise sont satisfaits des mesures que le Sénégal a prises, que le gouvernement a prises pour riposter pour la résilience de tous les acteurs. Pour reparler de la relance économique, on est d'accord, Monsieur le ministre, que les investissements, ils n'aiment pas certaines ambiances
on va dire, politique, surtout les ambiances de troisième mandat présidentiel et les tensions qu'elles peuvent générer. Craignez-vous pour le Sénégal que les capitaux ne viennent pas en raison de ce débat sur le troisième mandat? Vous savez, le Sénégal est un pays qui est mûr démocratiquement, qui a obtenu de grands résultats sur le plan démocratique. Et je pense que... D'autres pays plus mûrs que le Sénégal ont basculé. Tous ces problèmes n'auront pas... tous ces débats n'auront pas d'impact. Parce qu'on a eu des débats de troisième mandat dans le passé. Ce n'est pas la première fois. Mais ça n'a pas affecté drastiquement notre économie. Et le troisième mandat, on parle de ces 2024. Nous, on est d'abord sur 2019-2023. Et les 2600 milliards d'engagements des investisseurs que nous avons eus ne vont pas être gelés à cause de cela. Tous les bailleurs qui sont engagés aussi à financer le Sénégal regardent vraiment la rentabilité économique des projets d'abord et la rentabilité sociale pour des projets sociaux. Donc, pour nous, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Dans des contextes politiques apaisés aussi. Notre contexte politique, il est très apaisé. Regardez, durant la gestion de la crise, le président de la République a reçu tous les acteurs et tout le monde était derrière lui. Et c'est aussi grâce à ce soutien, ce consensus derrière le chef de l'État, grâce à son leadership, qu'on a eu le résultat sur la riposte sanitaire. Et je suis persuadé qu'avec ce même leadership, nous aurons de bons résultats sur la relance de notre économie. Mais la condition sine qua non, c'est vraiment de faire les réformes aussi. Toutes ces réformes dont on a parlé, le Doing Business, réforme du Compact with Africa, sur l'environnement des affaires, sur la législation du travail, l'accès aux fonciers, l'accès au financement pour les PME, la formation professionnelle, les réformes fiscales pour favoriser l'industrie pharmaceutique, pour favoriser également l'agriculture. Toutes ces réformes et également la réforme sur la mutualisation des instruments financiers de l'État, la réforme de la loi sur les PPP avec ses décrets d'application, la mise en place de tous ces fonds, ce sont les ingrédients qui vont nous permettre vraiment de réussir cette relance économique. Et le gouvernement est déjà d'attaque, nous sommes déjà d'attaque. Est-ce que le président de la République il ne doit pas délivrer tout le monde pour que l'on soit fixé sur sa position sur la question du troisième mandat? Ça, il faut lui demander, Babacar. Moi, je me focalise vraiment sur l'exécution de ce programme extrêmement important qui va impacter positivement la vie des Sénégalaises et des Sénégalais. Est-ce que le régime actuel n'aura pas besoin de plus de délai pour exécuter ces programmes-là au-delà de 2024? Non, on n'a pas besoin de plus de délai. Nous sommes dans l'accélération. C'est pourquoi on a dit le pape de ajuster mais accélérer. Il ne faut pas oublier le mot accélérer. Il ne faut pas oublier aussi attaquer. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste qu'on dorme sur nos lauriers. Il faut attaquer et nous sommes d'attaque. Est-ce que ça veut dire que le deuxième mandat suffit pour ça? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des projets lancés, amorcés, sur lesquels on va travailler. Et n'oubliez pas aussi que le plan Sénégal émergent, c'est sur 35 ans. C'est sur 35 ans. Et le PSE va devenir également une loi. Et il y a la continuité également de l'État. Nous, on va continuer, on va faire notre travail jusqu'en 2024 et au-delà, Dieu seul sait. Allez-vous vous lancer en politique à Amadou Hott? Vous trouveriez où votre base dans votre Yeumbeul, natif de Thiaroye, qui a grandi à Yeumbeul? Moi, je suis de Yeumbeul et j'ai commencé à faire des actions sociales et des activités sociales à Yeumbeul bien avant même de rentrer au Sénégal en 2012 pour accompagner le président Macky Sall et sa politique. Et ce n'est pas parce que je suis devenu ministre que je dois quand même arrêter. Si je n'accélère pas ce que je faisais avant, ce n'est pas en devenant ministre que je vais devoir m'arrêter. Et ce, d'autant plus qu'aussi, quand on a des postes de responsabilité, il y a un certain espoir et il y a un certain devoir aussi d'assister certaines personnes, et surtout là où on a grandi, là où on est né, là où surtout dans la commune qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors ça y est, vous êtes lancé en politique? Moi, s'il se lançait en politique,
c'est de faire des actions sociales, c'est d'accompagner tout le monde le plus possible, d'être proche des populations, d'accord? Vous pouvez dire que je suis en politique, mais moi, je considère que c'est mon devoir, ce que je suis en train de faire, au-delà de ma mission de service public, dans l'ensemble du Sénégal, dans le territoire du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Le ministre de l'économie est transversal, c'est tous les secteurs, c'est tout le pays. Un ministre de la République, c'est tout le pays. J'ai, moi, mon devoir personnel de faire ce que je dois faire, non seulement dans la commune de Yeumbeul, dans le département de Pikine, et partout où j'ai la possibilité d'agir socialement. Une ambition politique locale? Moi, pour le moment, je suis en train de renforcer les actions que je suis en train de faire dans la commune de Yeumbeul, de soutenir les amis et sympathisants et leaders qui sont dans cette commune, mais au-delà, dans le département de Pikine, et si possible, dans d'autres endroits du Sénégal. Vous êtes le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Vous êtes peut-être interpellé par ces chiffres attribués à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le Sénégal classé 3e pays au monde où le chômage est le plus élevé, 48%. C'est une donnée... Nous sommes tous interpellés en Afrique. Chaque année, 20 millions de demandeurs d'emploi viennent sur le marché du travail en Afrique. C'est pourquoi la création d'emplois... Les chiffres du Sénégal? La création d'emplois, l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important pour nous et c'est au cœur de nos politiques. C'est pourquoi nous avons toutes ces politiques pour soutenir les entrepreneurs, mais également, surtout, la formation professionnelle. On va construire 45 centres de formation professionnelle dans les 45 départements du Sénégal. Tout ceci, c'est pour vraiment lutter contre le chômage en fait, des jeunes. Et ça coïncide avec la résurgence du phénomène de l'immigration clandestine. Ces jeunes Sénégalais, des centaines encore, qui ont pu rejoindre d'ailleurs ces derniers jours les côtes européennes, espagnoles pour être précis. C'est vraiment à regretter. Et d'ailleurs, le Sénégal est en train de finaliser sa stratégie et sa politique migratoire. Et toutes les politiques que nous avons sur la formation professionnelle, sur le financement de l'entrepreneuriat, sur la compétitivité de notre économie, c'est pour résorber ce problème, c'est donner plus d'opportunités aux jeunes. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'on a créé l'ADER, qui a déjà financé 95 jeunes et femmes directement et plus de 100 000, 95 000 et plus de 100 000 directement, 95 000 et 100 000 indirectement. Et l'ADER va être renforcée pour pouvoir financer plus de jeunes, donc développer l'entrepreneuriat au Sénégal. L'actualité, c'est aussi cette sortie du député du Ranérou-Ferlo, président du conseil départemental de Ranérou-Ferlo, Aliou Dembourou Sow, sur, pas revenir, pas lui citer une extinction sur ce qu'il a dit. Ce débat aussi, vous avez suivi. Vous êtes membre de cette communauté-là. Il appelle cette communauté à prendre des armes blanches contre ceux qui s'opposent au troisième mandat. Le parti présidentiel, la PR, a condamné. Vous en dites quoi? C'est le député Aliou Dembourou Lel Sambayan. C'est ça son vous connaissez nom. Très bien. Je le connais. C'est regrettable donc ces propos qu'il a tenus. Et je suis sûr qu'il les regrette. Il les regrette et il n'aurait pas. Il n'a pas encore présenté d'excuses. Je suis probablement il va le faire. Il va décider ce qu'il va faire, mais je sais qu'il regrette ses propos. Et c'est dommage parce que le Sénégal n'a pas besoin de cela. Mais nous allons dépasser ce genre de propos. Et le Sénégal est plus fort que cela. Nous sommes une nation unie. Et ce n'est pas ce genre de propos qui vont ébranler cette cohésion sociale que nous avons. Mais j'aurais aimé qu'il n'ait pas dit ces propos. Merci Amadou Hott d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end. Le grand jury revient la semaine prochaine. Merci à Ibrahima et Aliou qui étaient à la régie. Merci également à Maggie pour le digital. Merci beaucoup Babacar. À très bientôt. Merci aux auditeurs également.